Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant, je suis votre hôte Azelrix et aujourd'hui on parle de combos. Les synergies sont avec le card advantage et la mana base, ce qui va donner forme à votre deck Commander. Et quand on parle de synergie, on a des sous-thèmes. On a les synergies thématiques, par exemple, si je décide de jouer comme Coran Crash de Bloodbraided, qui devient plus puissant à chaque fois qu'une créature meurt, c'est très possible que vous jouez beaucoup de créatures qui bénéficient à être sacrifiées ou de sac outlet. Là où vous allez avoir besoin de synergie pour le rendre encore plus puissant, comme par exemple des cartes comme Butcher of Malakir, Dictate of Erebros et Grave Pact, qui font que quand une de vos créatures meurt, tous les adversaires doivent sacrifier une créature, doublant le pouvoir de Crèche et divisant par deux les ressources des adversaires. Mais dans la grande école des synergies, on a aussi les combos, le fait d'empiler des effets de cartes précises les uns sur les autres pour être capable d'en tirer le meilleur et soyons honnêtes, d'en abuser un petit peu. Un peu comme vous pouvez faire ressortir le meilleur de la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche ainsi qu'en laissant un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Vous pouvez aussi vous retrouver en description, là où vous trouverez un lien vers notre Instagram, vers notre Discord pour interagir avec moi, pour interagir avec la communauté, et surtout vers Patreon où vous pouvez supporter mes deux chaînes en échange de quelques contreparties. Ça va de simples shout-outs à des votes prioritaires aux accès au Discord Premium, à littéralement choisir et réclamer le sujet de certaines vidéos. Et puisqu'on est sur la chaîne Magic, je rappelle que j'offre aussi un service de deck building où je peux soit améliorer un de vos decks, soit vous en créer un de toutes pièces. Et sans me vanter, je crée des bons decks. Sur ce, les combos, à quoi ça sert dans Magic et plus particulièrement en Commander? À deux choses. Soit à gagner la partie, soit à ouvrir la porte à une autre combo ou synergie qui va venir gagner la partie. Oui, forcément, il y a personne qui commence à combo off pendant 10 minutes seulement pour dire c'est tout. Alors, c'est assez décevant. Et comme on parle de combo, il y a un mot qui vient instinctivement avec, et c'est le mot infini. Dans un combo infini à deux cartes, par exemple, la carte A va venir déclencher la carte B, qui va venir déclencher la carte A, qui va venir déclencher la carte B, et ce, jusqu'à la victoire. Et les combos infinis, c'est très bien, mais ça a aussi une grosse faiblesse, c'est que c'est séquentiel, dans le sens où, pendant que vous l'exécutez, à tout moment, quelqu'un pourrait répondre, puisque chaque nouvel effet passe sur le stack. Ça amène un problème avec les combos infinis, du fait que généralement quand vous en avez un, vous avez tendance à l'expliquer au lieu de le resolve directement, ce qui veut dire que si quelqu'un a une réponse, il va interrompre le combo au début. Là où si vous commencez à le faire et qu'éventuellement vous dites je vais faire ça infini de fois, quelqu'un va peut-être répondre, mais au moins vous allez avoir resolve le combo un certain nombre de fois et donc avoir pris un certain avantage. Et oui, on ne le rappellera jamais assez, mais Magic, avant d'être une question de bien construire son deck, c'est aussi une question de savoir bien le jouer. Et les combos infinis, c'est un petit peu une relation je t'aime moi non plus avec les joueurs de Magic, surtout en bas niveau, là où ça semble être le defining trait pour savoir qu'est-ce qui est bracket 2 ou 3. C'est sûr, le système de bracket n'est pas parfait, et puis il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais soyons honnêtes, la première chose que tu demandes à quelqu'un quand il définit son deck en un bracket 2, c'est « Oui, mais est-ce que tu as des combos infinis? » C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'autre côté du spectrum. Pas les combos infinis, mais des combos one-shot. La différence étant que si un combo infini va venir se redéclencher lui-même en boucle jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou que vous gagnez, un combo one-shot, c'est plus simple, ça va resolve une seule fois. La carte A va par exemple trigger la carte B, qui va trigger C, C étant la victoire, ou du moins la défaite d'un adversaire. Ce sont des combos qu'il faut connaître pour être capable d'y répondre facilement. Je vous en ai donc concocté 6 que j'ai rangés dans aucun ordre particulier, mais on va quand même bien s'amuser à voir ce que ça donne. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner et d'activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter, de vous suivre sur Instagram, Discord et d'aller visiter notre Patreon. Sur ce, maintenant que c'est fait, commençons avec notre premier one-shot. Le combo de la cruauté. On va briser notre règle directement. Ici, on va pas parler d'un seul combo, mais plutôt d'une famille de combos avec leurs variantes. Et ça va être un thème assez récurrent autour de la vidéo. Parce qu'après tout, si t'es capable de faire un combo avec une carte, pourquoi ne pas la faire avec une autre carte? Ça te rend plus imprévisible et ça rend les parties moins répétitives. Pour notre premier combo, donc, il va nous falloir une carte qui généralement est jouée comme commandant sur le jeu, c'est-à-dire Kaalia of the Vast. Kaalia, bien connu des joueurs de Commander qui a longtemps été dans le top tier de ce qui se fait de mieux en matière de général, est une 2/2 pour 4 dans le Mardu, qui dit quand Kaalia attaque, vous pouvez mettre depuis votre main un démon, un ange ou un dragon tapped and attacking. Ça veut dire que la créature en question rentre en pleine attaque. Et c'est là que va commencer l'abus parce que la carte qu'on va déposer sur le field, c'est Master of Cruelty.
un démon 1/4 pour 5, First Strike Death Touch, qui dit « Master of Cruelties peut seulement attaquer seul, et quand il n'attaque et n'est pas bloqué, il n'assigne pas de combat damage, mais les points de vie de la cible deviennent 1. » Ton adversaire peut avoir 150 points de vie, ses points de vie vont tomber à 1. C'est là tout le sel de Master of Cruelties. C'est une carte que tu ne peux pas te laisser toucher par. C'est pour ça que généralement, Master of Cruelties, il va attaquer le joueur qui a une grosse menace, justement pour que le First Strike Death Touch puisse s'en débarrasser. Mais il a des restrictions d'un, il est un petit peu lent pour avoir un effet aussi menaçant, et ça on va y revenir un petit peu plus tard, mais de deux, il ne peut qu'attaquer seul. C'est là que Kaalia entre en jeu. Kaalia dit la carte rentre tapped and attacking. Ça veut dire que Master of Cruelty ne déclare pas d'attaque, mais qu'il entre quand même en attaquant. Vraisemblablement, vous allez cibler un joueur qui n'est pas dans la capacité de bloquer en ce moment. Ses points de vie vont donc tomber à 1 et c'est Kaalia qui va venir le finir avec son 2 de dégâts. Pour les variantes du combo, ça existe aussi avec Alesha ou Smiles at Death qui peut le ramener depuis le cimetière tapped and attacking, ou Gyruss Waker of Corpse qui le copie cette fois depuis le cimetière. Ça fonctionne aussi avec Delina Wild Mage, une chamane qui demande de rouler un des 20 quand vous attaquez et de choisir une créature que vous contrôlez. Si vous roulez 1 à 14, vous créez une copie de cette créature qui tape et attaque. Si vous roulez 15 à 20, vous créez la copie et vous reroulez le dé. Si Master of Cruelties est donc sur le battlefield, ça devient intéressant quand il est possible de cumuler les copies de Delina, soit en étant très chanceux, soit en boostant vos rolls avec un advantage, voire en copiant l'effet de Delina pour target tous vos adversaires en même temps. Dans ce cas très particulier, je vous l'accorde, vous allez tuer un adversaire et les deux autres, ils tomberont à 1 point de vie. Le seul problème ici, c'est que comme Master of Cruelty, c'est du Rakdos, Delina peut pas être votre commandant. Et si Delina n'est pas votre commandant, je comprends pas quel genre de deck vous jouez si vous avez des boosts de dice roll. Mais restons avec le main combo le plus connu, celui avec Kaalia. Il demande un peu de setup. Par exemple, il faut Master of Cruelty dans votre main et Kaalia sur le battlefield, qui est là soit en haste avec un haste enabler, soit là depuis un tour pour ne pas avoir le mal d'invocation. C'est aussi un combo qui te demande de bien évaluer la situation, dans le sens où tu veux pas mettre un Master of Cruelty sur le battlefield et te retrouver bloqué, parce que comme ça, ton combo n'a juste plus aucun effet. Et de manière générale, si tu viens de one-shot quelqu'un, il est très possible que les deux autres adversaires décident que tu es la menace et de s'allier contre toi. Il va donc falloir être capable de répondre à ça. Ce combo, il est recommandable dans les decks Kaalia qui profitent des Additional Combat Steps, qui est un archétype très puissant, et ça, c'est une bonne façon d'ouvrir ou de fermer vos combats. Ou simplement d'un deck qui est capable de tanker deux personnes en même temps avec des grosses créatures et de la bonne synergie du graveyard. Et là, j'ai tendance à dire, je préférerais aller vers Gyruss. C'est un combo très puissant, assez rapide, c'est pas tout le monde qui va le voir venir, mais le fait qu'il ne tue pas tout le monde en même temps et qu'il laisse deux adversaires très énervés, pour moi, ça vaut 3.5 sur 5. Comment abuser des copies? On a parlé d'Ange et Démon, maintenant restons purement en enfer avec un de mes commandants préférés de tous les temps, Be'lakor the Dark Master. Une 6-6 dans le Greek 6 pour 6, c'est très dur à dire, qui dit quand Be'lakor entre en jeu, vous pigez des cartes et perdez des points de vie équivalent au nombre de démons que vous contrôlez, et quand un autre démon entre en jeu, il cause du dégât équivalent à sa force à n'importe quelle cible. Be'lakor, c'est le genre de commandant assez versatile qui est capable de contrôler le board de façon violente. Dans mon deck, je joue presque aucun kill spell, du simple fait que quand une créature est chiante, soit je la brûle, soit je brûle son propriétaire, ce qui est une excellente façon d'éviter de payer le loyer. Bref, pour ce combo, vous aurez besoin de Be'lakor sur le jeu et vous allez ensuite jouer Rite of Replication, une sorcerie dans le bleu pour 4 qui dit créer une copie de la créature ciblée. Mais elle a aussi un kicker pour 5 de mana, et si Rite of Replication est kick, vous créez 5 de ces copies à la place. C'est tout bonnement une de mes sorceries préférées du jeu, et un de mes combo engines préférés. Bien sûr, vous en doutez, vous allez target Be'lakor et donc en faire 5 copies. Là où, à cause de la Legend Rule, vous allez devoir vous débarrasser de 5 Be'lakor parmi ceux que vous contrôlez. Mais on va pas vraiment se rendre jusque-là. Tous les effets arrivent sur le stack en même temps. On a présentement 5 démons 6-6 qui entrent en jeu, donc notre premier Be'lakor va trigger. Il va pouvoir faire 6 de dégâts 5 fois, répartis comme vous voulez entre 5 cibles. Le tout en multiple de 6, je le rappelle, pour un total de 30 dégâts. La partie drôle, c'est que les 5 autres Be'lakor, chacune de leurs habilités va trigger 4 fois puisqu'ils voient 4 démons rentrer en jeu. Vous allez donc faire 24 de dégâts
par copie de Be'lakor, pour un total incluant l'original de 150 dégâts répartis en multiples de 6. Ce qui, à moins de se retrouver contre des decks qui gagnent des points de vie en quantité industrielle, et encore là, c'est sujet à débat parce qu'on a une bonne marge, bah, t'as de quoi tuer tout le monde. Ensuite, il y a la question de si un adversaire réussit à y résister, réussit à fog ou à gagner assez de points de vie pour ne pas mourir de cet effet, bah, vous perdez 36 points de vie et vous pigez 36 cartes. Ce qui, si vous avez assez de points de vie pour vous le permettre, vous savez à quel point un deck Grixis avec une main bien remplie, c'est dangereux. C'est donc possible de survivre à ce contre-coup, et si vous y survivez, bah, vous avez probablement assez de ressources pour être capable de closer la game, ou du moins de rester dans la game. Je joue Be'lakor, faites-moi confiance, c'est totalement normal d'avoir 2 points de vie au début du tour et de finir ce même tour avec 150 points de vie. Mais si vous n'êtes pas du genre à parier, il y a une variante dans le même deck qui est honnêtement beaucoup plus simple. Vous allez devoir jouer Grey Merchant of Asphodel, ou comme on l'appelle dans la communauté, Gary. Gary est une zombie 2/4 pour 5 qui dit quand Gary entre en jeu, tous les adversaires perdent des points de vie égales à votre dévotion au noir et vous gagnez la même quantité que la somme de points de vie perdus ainsi. Pour ceux qui savent pas, la dévotion, c'est le nombre de symboles d'une couleur sur les permanents non-terrains que vous contrôlez. Par exemple, ici, on contrôle un Gary, on va avoir une dévotion au noir de 2. On va donc faire 2 dégâts à chacun de nos adversaires et on va se soigner au total de 6 points de vie. Mais en kickant encore une fois Rite of Replication, on va créer 5 Gary, ce qui veut dire que pour chaque Gary, on va faire 12 dégâts à chaque adversaire et se soigner de 36. Le tout pour un total de 60 de dégâts à chacun de vos adversaires et un heal personnel de 180 PV. Et ça, c'est si on ne contrôle vraiment que Gary, parce que j'ai déjà passé la barre des 400 PV avec ce combo. Plusieurs fois même. Et très honnêtement, c'est même pas difficile. Et en vrai, on pourrait continuer là-dessus toute la vidéo. Rite of Replication, c'est littéralement à ça que ça sert. C'est à abuser des ETB qui s'empilent pour être capable de gagner. Par exemple, avec Biovisionary, vous avez juste à kicker Rite of Replication et l'effet de Biovisionary va vous faire gagner la partie à la fin du tour. Le seul défaut, c'est qu'il faut avoir une créature viable à copier, ce qui pour Be'lakor ou pour Grey Merchant of Asphodel, généralement, c'est pas un problème puisqu'ils sont pas si menaçants que ça. Ok, Grey Merchant est très menaçant, mais tous les joueurs expérimentés le savent, tu préfères Grey Merchant sur le field que dans le cimetière. Et évidemment, c'est vulnérable au counterspell, au fog, etc. Et l'autre défaut, c'est qu'il faut avoir un minimum de 9 manas disponibles, et ça, ben, ça implique que vos ressources peuvent être limitées après. Mais c'est pour ça que je vous ai montré dans le deck Be'lakor, c'est parce que c'est un deck qui profite aussi énormément du sacrifice. C'est pour ça que tu as des trucs comme Burnt Offering, ou comme simplement Sacrifice, qui viennent te donner du mana en échange de sacrifier une créature. Ce qui est toujours très appréciable. Donc, vraisemblablement, vous allez jouer ce combo dans un deck où les ressources ne sont pas très limitées, mais c'est quand même un tout petit peu fragile. C'est pour ça que je vais lui donner un 4.5 sur 5. Le combo que tout le monde déteste. Je joue pas CEDH. Le Commander, ou EDH pour Elder Dragon Islander, c'est un format qui a été pensé pour être plus casuel que les formats 1v1 20 PV. Là où, par exemple, en moderne, la méta en compétition, ben, c'est juste désagréable. Mais il y a le revers de la médaille, la scène compétitive de Commander ou CEDH pour Competitive Elder Dragon Islander. Là où c'est les mêmes restrictions qu'en Bracket 4, c'est-à-dire absolument aucune restriction sauf la banlist, mais qu'en plus, ben, il y a une méta à suivre. Et parmi cette méta, il y a un combo qui est célèbre, un combo qui one-shot tout le monde, un combo qui est difficile à voir venir, mais que tout le monde connaît. Et ce combo, c'est le combo Thassa's Oracle. Et là, je vous entends rouler des yeux. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je vais vous montrer le plus célèbre qu'on croise généralement à une table de CEDH. Premièrement, vous allez avoir besoin de Thassa's Oracle, une 1-3 pour 2 qui dit que quand Thassa's Oracle entre en jeu, vous allez regarder le top X de votre librairie. X étant égal à votre dévotion au bleu et mettre une carte sur le dessus de votre bibliothèque. Le reste en dessous. Mais si X est supérieur au nombre de cartes de votre librairie, vous gagnez la partie. Vous
Vous allez jouer Demonic Consultation, un instant pour un qui dit nommer une carte, exiler le top 6 et ensuite révéler votre top deck jusqu'à ce que la carte nommée soit révélée. Mettez-la dans votre main. Si la carte révélée n'est pas la carte nommée, vous l'exilez et vous recommencez. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser Demonic Consultation et de nommer Thassa's Oracle, qui ne se trouve pas dans votre deck puisque vous l'avez dans votre main. Vous allez ensuite jouer Thassa's Oracle, son effet va trigger, et comme votre librairie est vide et que vous allez regarder au minimum le top 2, son effet va se déclencher et vous allez gagner la partie. C'est un combo dont les seules véritables parades sont probablement les Counter Spell ou encore un Plat Angel. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'il y a encore du monde qui joue Plat Angel sérieusement en 2026? Non, parce qu'au-dessus de bracket 2-3, c'est pas très jouable, soyons honnêtes. Et je rappelle que même si c'est un combo de CEDH, c'est techniquement correct de le jouer en bracket 4. C'est juste que ça se peut que les gens te regardent croche. Et justement, c'est ça, c'est un combo de CEDH, c'est un combo fait pour la compétition. Son seul véritable défaut, c'est qu'il est tellement joué que les joueurs les plus aguerris le connaissent et gardent généralement une réponse pour éviter que ça arrive. Autrement, ça, c'est vite fait, bien fait, ça gagne instantanément et ça demande que 3 mana. Et soyons honnêtes, Thassa's Oracle, ça fonctionne aussi avec Tainted Pact si vous n'avez pas 2 Basic Land pareils dans votre deck, ou avec Doomsday si votre dévotion au bleu est déjà à 4 avant de lancer Thassa's Oracle. Voire avec Hermite Druid si vous n'avez pas de Basic Land dans le deck du tout. Et c'est un combo contre lequel je suis sûr que vous m'avez déjà entendu râler par le passé, mais dans les faits, c'est un combo qui est vite fait, bien fait, et je comprends pourquoi il est aussi joué, c'est parce que ça fonctionne. Simple, rapide, pas cher, et même l'effet prévisible, il y a tellement de variantes que c'est possible d'avoir sa petite gimmick avec, sans que forcément tout le monde s'en rende compte directement. T'ajoutes à ça qu'il est facile à lancer parce que c'est pas cher, et qu'il est aussi facile à aller chercher parce que tu joues du bleu qui est la meilleure couleur pour le card advantage, et du noir vraisemblablement qui est la meilleure couleur pour tutor des cartes, et tu te rends compte que c'est un combo qui est quasiment imbrisable. C'est pour ça que, malgré moi, je ne peux pas me résoudre à lui donner autre chose qu'un 5 sur 5. J'ai envie de vomir dans ma bouche! Le combo qui brûle tout. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, en plus je vais vous montrer un combo qui est pas excellent et qui est plus drôle et divertissant, mais en ma présence, on respecte les Tortues Ninja. C'est les 4 grands frères que j'ai jamais eu. Ici, en l'occurrence, le combo se fait avec Raphaël Ninja Destroyer, une 4-4 pour 4 qui dit Raphaël doit être bloqué si possible, et il a aussi Enrage, une capacité que moi j'adore et que j'aimerais voir plus souvent, qui dit que quand il subit des blessures, on ajoute autant de mana rouge qu'on ne perd pas avant la fin du tour. Va falloir le jouer avec Dawnfire Sunstar, un vaisseau qu'il va falloir station pour 10. Dans ce cas, on va déclarer une attaque avec Raphaël pour être capable de faire 100 dégâts à une créature ou un Planeswalker. J'appelle ça de l'overkill, mais pas que. En fait, ici, on va simplement attaquer avec Raphaël et lui faire 100 dégâts à lui. On a maintenant 100 mana rouge jusqu'à la fin du tour dans notre pool. On va ensuite jouer Crackled with Power, une sorcerie pour 2 rouges et X 3 fois, qui va juste mettre 30 de dégâts dans chacun des X. On va donc faire 150 de dégâts à jusqu'à 30 cibles chacune. Autant vous dire qu'on va pas avoir besoin de résoudre les 147 derniers triggers. On a gagné, on vient de one-shot tout le monde. Et même si on one-shot pas quelqu'un, vraisemblablement, on a one-shot toutes ces créatures. Bon, je vous arrête tout de suite. Le combo, il est hilarant, il est divertissant, mais dans les faits, c'est pas si bon que ça. Raphaël est encore une nouvelle carte, mais dans les faits, le temps que ça intègre la pseudo-méta de Commander, c'est juste une question de temps avant qu'on le voit venir. Surtout quand tu considères que ça prend au minimum un tour de setup pour être capable d'amener ton vaisseau à Station 10. Et je veux dire, le vaisseau en question, il fait 100 dégâts. 100 de dégâts. N'importe qui va comprendre que tu prépares quelque chose. Il va peut-être pas forcément comprendre quoi, mais le fait étant que c'est un effet tellement impressionnant que sur une carte comme ça, très probablement, si quelqu'un a un kill spell, il va l'utiliser dessus. En fait, c'est ce que j'appelle un combo rite de passage. Le fait étant que si vous réussissez à le placer, ça va probablement être contre un débutant ou contre quelqu'un qui ne l'a jamais vu avant et qui ne va pas tomber dans le panneau 2 fois. En fait, c'est un peu comme le mat du berger aux échecs. Tu te fais humilier une fois et tu le sais après. En plus, ça demande 3 cartes relativement difficiles à remplacer dans la couleur rouge, là où le card advantage, c'est généralement considéré comme une faiblesse. Et tu te rends compte que même si le combo est très fun et qu'il one-shot effectivement tout le monde, je ne peux pas aller au-dessus de 2.5 sur 5. Le cactus qui a fait trembler Magic. Jumbo Cactuar est une créature sous-cotée.
Je m'explique. Dans le vert, une 1-7 pour cette qui dit que quand elle déclare une attaque, elle gagne plus 999 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Tu te retrouves simplement avec un cactus 1007 qui t'attaque. Et cette carte, elle a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie du simple fait que son effet est effectivement très impressionnant. Donc, il y avait le camp qui disait que c'était insane, que ça brisait le jeu, que ça allait être le nouveau staple de Commander. Et une autre partie de la communauté qui dit que c'est super surcoté, que oui, c'est bien d'avoir une 1007, mais si elle a pas Trample de par elle-même, ni Haste, ça coûte cher pour quelque chose qui peut être chum block par une 1-1 sans conséquence. Et moi, je me retrouve dans le milieu, je dis pas que c'est surpuissant, mais il y a des trucs à faire avec et des trucs vraiment intéressants. Tu pourrais lui donner Trample, c'est même la solution la plus évidente et ça va one-shot vraisemblablement un adversaire. Je vous laisse faire les maths, c'est très difficile de tanker 1000 de dégâts. Mais le fait étant que tu pourrais t'assurer que tout le monde en meurt. Par exemple, avec Pathbreaker Ibex qui va donner Trample à toutes les créatures qui attaquent et qui va leur donner plus X+X. X étant le plus gros power que vous contrôlez ici, ça va être Jumbo Cactuar. Donc, toutes vos créatures vont simplement avoir plus 1000. Là, dans les faits, vous avez juste besoin d'une autre créature qui va attaquer votre troisième adversaire. Elle va le one-shot, Jumbo Cactuar va en one-shot un autre et Pathbreaker Ibex va s'occuper du dernier. J'adore Pathbreaker Ibex. Parce que j'aime jouer des Haste Enabler. Mais moi je dis, on peut faire quelque chose d'encore plus drôle. On peut profiter du fait que justement Jumbo Cactuar, le monde le prenne pas au sérieux, et le Chum Block avec un token 1-1 pour tuer tout le monde à la deuxième main phase. Jumbo Cactuar gagne son bonus en attaquant et non en connectant, ce qui veut dire que jusqu'à la fin du tour, techniquement, c'est encore une 1000 de power. On va ensuite jouer Chandra's Ignition qui va vous demander de cibler une créature qui va venir infliger des dégâts équivalents à son power à toutes les créatures et tous les adversaires. Vous venez de faire 1000 de dégâts à vos 3 adversaires, vous avez gagné. Et si vous voulez une version plus rapide, au moment où il attaque, vous pouvez le fling et le sacrifier et faire 1000 de dégâts à une cible, mais ça va one-shot qu'un seul adversaire. À moins que vous soyez capable de copier votre fling 2 fois, ce qui dans un deck basé sur les instants et sorceries est relativement facile. Moi j'aime bien ce combo parce que la première version, oui, ça implique qu'il va falloir que Jumbo Cactuar survive au bloc, mais généralement, à moins d'avoir une Death Touch en face, il va survivre au bloc. Je m'explique. Vraisemblablement, pour tuer Jumbo Cactuar, il va falloir bloquer avec plusieurs créatures, puisqu'il y a quand même 7 de toughness. Et donc, si quelqu'un décide de bloquer avec toutes ces créatures, ben, vous allez diviser le 1000 de dégâts en toutes ces créatures et faire un one-sided board wipe, ce qui n'est pas idéal pour votre adversaire. Et comme je vous dis, c'est une carte qui est assez sous-estimée, donc d'après moi, le combo devrait passer relativement facilement. Bref, oui, le combo, il est assez lent parce qu'il demande un tour de setup et puis il demande d'attendre la deuxième main phase, mais il est assez niche pour que ça passe, dans le sens où le monde voit Jumbo Cactuar et il pense pas directement à Chandra's Ignition. En fait, la carte a tellement été ridiculisée que ça m'étonnerait même pas que si tu la vois jouer, tu fais juste la chum block avec une 1-1 pour la blague. Ah, je suis totalement sérieux. Un peu de respect pour Jumbo Cactuar! Et aussi, je sais, le combo il est lent, mais faut relativiser quand même une créature qui est mauvaise parce que, je cite, ça a pas ça demande un tour de setup. Pour moi, c'est la même logique que oui, mais c'est faible parce que ça meurt sur du counter spell. Oui, mais c'est faible parce que ça meurt sur du removal. Dans le sens où, dans Magic, il y a une différence entre un défaut inhérent dans le design d'une stratégie qui est trop fragile et juste le fait d'accepter que certaines cartes ont des limitations et que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Ça, c'est sans compter sur le fait qu'on peut jouer du Haste Enabler, là où il va te falloir 12 de mana pour placer le combo dans le même tour. Mais dans les faits, vraisemblablement, on joue Grul, ce qui est relativement facile de farmer du mana et du Haste. Pour toutes ces raisons, et principalement parce que fait que la carte est sous-cotée, je vais mettre un 3.5 au combo Jumbo Cactuar plus Chandra's Ignition. Si tu respires, tu meurs. Littéralement un combo des plus simples à placer dans le jeu, mais qui ironiquement a un problème de wording, et généralement une de mes façons préférées de gagner. Premièrement, il va falloir jouer du damage doubler, mais pas n'importe quel damage doubler apparemment. Le plus évident, ce serait Wound Reflection, qui dit « À la fin de chaque tour, tous vos adversaires perdent des points de vie, équivalent au nombre de points de vie qu'ils ont perdu ce tour-ci. » Et la terminologie dans Magic, ben, c'est quelque chose d'extrêmement important, dans le sens que prendre du dégât, ça cause de la perte de vie, mais de la perte de vie, c'est pas prendre du dégât. Et oui, je suis sérieux. Vous avez donc votre Wound Reflection et à côté, on va jouer Avoc Festival, un autre enchantement qui dit que les joueurs ne gagnent plus de points de vie et qu'au début de chaque upkeep, le joueur dont c'est le tour perd la moitié de ses PV arrondi au plus haut. Voilà, si un joueur a 40 points de vie, il en perd 20 au début de son tour.
et Wound Reflection à la fin du tour, ben elle va lui faire perdre les 20 restants. Pour les variantes, ça marche avec Archfiend of Despair qui a relativement le même effet que Wound Reflection, et là on entre sur un terrain miné. J'ai vu des versions qui disent que ce combo fonctionne avec des damage double ou triple comme Dictate of the Twin Gods ou encore Furnace of Wrath. D'autres qui disent que ça marche pas, clarifiez en commentaire, mais pour l'instant on va assumer que ça marche pas. Ce qui est mon idée à moi aussi parce que la perte de vie ne compte pas comme du dommage. Le problème du combo, c'est qu'il va prendre un tour de table complet à se réaliser, là où vos adversaires vont devoir trouver un moyen de le gérer. Mais littéralement, tu leur dis tu meurs à la fin du tour, tout ce tour, ils vont le prendre pour le gérer. La partie d'autre, c'est que personnellement, ce combo, moi, je le joue dans mon deck Karvek de Merciless, qui est un deck de punition. Généralement, j'ai tendance à burn les adversaires qui tentent de faire quelque chose. Donc, en général, si un adversaire essaye de se débarrasser de mon combo, il va au moins y laisser des plumes. Mais c'est un combo qui va venir attirer la haine autour de la table. Et vous pouvez être sûr que pour le prochain tour de table, si un seul de vos adversaires survit, il va essayer de briser le combo. Là où le problème étant, c'est un combo qui joue principalement sur les enchantements. Et c'est pas tous les joueurs qui savent comment gérer les enchantements, du simple fait que certaines couleurs ont plus de mal à le faire. La solution évidente sera donc de vous tuer immédiatement. Mais quand ça passe, et je rappelle qu'un combo est toujours meilleur quand vous savez exactement dans quelle situation le jouer. C'est le principe de Magic, c'est pas seulement des bonnes cartes, c'est aussi savoir quand jouer ces bonnes cartes. Et même si je l'aime beaucoup, je me dois d'être objectif, ce combo reste fragile, il est plus fun qu'autre chose, et il attire la haine, ce qui fait que je ne peux lui donner au-dessus d'un 3 sur 5. Mais dites-moi mes amis, c'est quoi votre combo one-shot préféré en Commander? Dites-le moi en commentaire, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire au passage. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre vidéo sur l'univers de Magic. Sur ce, je vous laisse, et je vous verrai la prochaine fois à notre table du commandant.